Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Devoir de mémoire. Ce soir, cette émission sera consacrée justement au panafricanisme, qui est un thème très ignoré par la plupart des jeunes générations actuellement. Et nous allons essayer de vous expliquer, avec l'invité qui est ici sur le plateau, cette question du panafricanisme. Monsieur Anissa Mobé, qui est chercheur en sciences sociales, monsieur, comment pouvez-vous interpréter cette question du panafricanisme? D'où est venu ce concept du panafricanisme? L'éclosion du panafricanisme en tant que concept remonte à l'année 1900, lors de la conférence panafricaine qui s'est tenue à Londres, organisée par M. William Sylvester, un avocat originaire de la Trinidad, qui s'est installé à Londres. Il a étudié aux États-Unis. Il a fondé en 1897, toujours à Londres, une association africaine qui, au mois de mai 1900, devient association panafricaine. Et en 1911, il organise, avec le concours du docteur Webe Dibois, un grand congrès universel donc des races à Londres. Et entre 1911 et 1919, au moment où se tient le premier congrès du panafricanisme, ce sont des années d'intense bouillonnement culturel, des années de gestation, des années d'échanges et des débats, qui va accoucher donc d'un vaste mouvement, d'un courant de pensée, d'un vaste mouvement des mobilisations des intellectuels noirs américains autour de cette question du panafricanisme, ce qui va être une dynamique à la fois philosophique et politique, où les intellectuels noirs américains, d'origine africaine évidemment, de plus en plus prennent conscience du poids que représente l'unité des Noirs dans le monde entier, aussi bien ceux qui vivent en Afrique que ceux qui vivent aux États-Unis. Ça, c'est un premier élément. Ce n'est pas encore du terme panafricanisme. Si, puisqu'on parle déjà de l'association panafricaine fondée par William Sylvester à Londres, déjà en 1900, au moment de sa conférence. Et le panafricanisme va être traversé par trois courants. Un courant, si on dirait, influencé, un courant de messianique, influencé par Garvey, Marcus Garvey, un courant qualifié de courant radical, influencé, c'est celui-là incarné en tout cas par Georges Pandemore, et puis un courant dominant, qui est incarné par Webe Dibois. Certains vont le qualifier de courant modéré, de courant réformiste. Mais en tout cas, c'est le courant qui va vraiment porter le panafricanisme. Et enfin, dernier élément, c'est que pour bien comprendre le panafricanisme, il faut parfois pouvoir l'étudier à travers notamment les personnalités qui l'ont incarné. Donc ça, c'est parmi les dimensions essentielles du panafricanisme, qui a revêtu plusieurs dimensions. Trois de ces dimensions sont essentielles. Donc les personnalités qui l'ont incarné pendant plusieurs années, trois d'eux qui l'ont conçu, qui l'ont porté. Deuxième dimension, ce sont les congrès à travers lesquels le panafricanisme s'exprimait, et particulièrement dans le premier congrès de 1919 ici à Paris au Grand Hôtel, et puis le deuxième congrès qui s'est tenu à la fois à Londres, à Paris et à Bruxelles. Le cinquième congrès en 1945 à Manchester, en Angleterre, qui va marquer un véritable tournant. Et surtout, le sixième congrès qui, celui-là, va se dérouler en Afrique, à Kumasi, au Ghana. Et enfin, troisième dimension, bien sûr, c'est à ce moment-là tout ce qu'on peut considérer comme étant les avancées significatives du panafricanisme. Et quelles sont les retombées politiques de ce concept-là? Il y aura plusieurs retombées politiques, notamment les indépendances africaines, dont nous fêtons cette année les cinquantenaires, dont le 50e anniversaire. Ça, c'est la plupart des pays, notamment les anciennes colonies françaises. Certains pays sont déjà devenus indépendants bien avant, sur le Ghana en 57 et la Guinée en 58. Et d'une part. Et d'autre part, évidemment, c'est la création de l'OUA. Oui, avant d'arriver à l'OUA, M. Anissa, moi j'aimerais savoir, est-ce que les précurseurs nord-américains qui ont initié ce projet, enfin l'idée, le concept même du panafricanisme, n'ont-ils pas été confrontés justement à un rejet de la part de l'occupant de cette époque? Je veux dire les colonisateurs de l'époque. Justement, donc, puisque vous parlez de ces personnalités, il faut les citer. Il y a d'abord Sylvester William, auquel j'ai fait allusion. Il était avocat originaire de Trinidad, mais il a étudié aux États-Unis et il s'est installé à Londres pendant très longtemps. Quand il a fondé l'association africaine, et puis qui est devenue par rapport à l'association panafricaine, c'était pour justement dénoncer les violences coloniales dont étaient victimes les Africains, notamment dans la région de l'Afrique australe,
contre Cecil Rhodes, qui était un homme politique britannique installé en Afrique du Sud et à qui la couronne britannique avait confié les soins à la fois l'exploitation et l'administration de ces pays, en tout cas ces régions, dans le bassin du fleuve Zambèze, qui deviendra plus tard le Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, c'est-à-dire l'actuelle Zambie et puis le Zimbabwe et le Nyasaland. Il s'est enrichi énormément par l'exploitation des richesses de ces pays-là, mais en utilisant une violence inouïe contre les Africains. Et justement, William Sylvester, quand il crée son association, c'est pour dénoncer ces violences. Donc, ça, c'est une des premières personnalités. Deuxième personnalité, évidemment, c'est Wébé Dubois. Wébé Dubois, qui déjà participe en 1911 au congrès de Londres et qui sera l'initiateur du premier congrès panafricain ici à Paris. Vous allez dire, pourquoi Paris? Mais tout simplement parce que les conseillers du président américain de l'époque, Wilson, ont peur que le Congrès panafricain ne dénonce les discriminations raciales aux États-Unis, ne dénonce les discriminations raciales dans l'armée américaine. Parce que, et surtout que, ils ne sont pas sûrs que les mêmes discriminations raciales se retrouvent dans l'armée française. Et ils ont peur que les Français ne réservent un accueil beaucoup plus chaleureux aux soldats noirs américains. Et troisièmement, les Américains qui prônent à ce moment-là le droit du peuple à l'autodétermination, en réalité, ils ont des visées impérialistes, c'est-à-dire qu'ils veulent remplacer les Français et les Britanniques dans les colonies. Si bien que Georges Clemenceau accueille favorablement la démarche de Wébé Dubois d'organiser un congrès panafricain à Londres. Et surtout que Wébé Dubois était admirateur aussi de la France. Parce qu'au départ, Wébé Dubois, qui aux États-Unis est membre d'une grande association américaine qui lutte pour l'égalité juridique et sociale des Noirs américains pour leur intégration dans la société américaine, il est envoyé au moment de la conférence de Versailles pour que cette conférence reconnaissent et consacrent les droits à l'autodétermination de peuples colonisés. Parce que pour Wébé Dubois, une des causes de la guerre, ce sont les rivalités entre puissances, les rivalités impérialistes entre puissances coloniales. Et donc la paix ne peut s'instaurer que si on abolit justement la colonisation. Donc il y a la personnalité de Wébé Dubois, et Wébé Dubois qui va célébrer les apports de Noirs à la culture américaine et à la culture et à la civilisation américaine. Donc ça, c'est la deuxième personnalité. Et Wébé Dubois va énormément influencer quelqu'un comme Nkrumah. Et le panafricanisme trouvera en Nkrumah justement un de ses théoriciens les plus lucides, le militant le plus acharné et peut-être le plus intéressé. Autre personnalité, évidemment, c'est George Pandmore. Pandmore est aussi originaire de la Trinidad, comme William Sylvester. Dans les panafricanismes, dans les personnalités, il y a comme ça un triangle, hein, les Antilles britanniques, les États-Unis et puis l'Afrique. Et c'est par Nkrumah que le panafricanisme va durablement, en tout cas s'incarner aussi dans les continents africains. Et donc, Pandmore, lui, il a étudié aux États-Unis, mais il a été très influencé par le communisme. Il a même séjourné à Moscou. Il deviendra plus tard un des principaux conseillers de Nkrumah. Évidemment, il y a Nkrumah. Les deux vont jouer un rôle très important en 1945 lors du congrès de Manchester, qui va être un tournant parce que c'est au cours de ces congrès que les Africains vont faire une entrée. À se retrouver dans les débats politiques. Et donc vont affirmer le droit des Africains à devenir indépendants. Donc, c'est ça comme conséquence, première conséquence donc, politique, hein, la revendication des indépendances en Afrique. Plus que les revendications, plus que les revendications, les exigences, en tout cas, les Africains sont fermes là-dessus. Les continents doivent devenir indépendants. Et après le congrès de Manchester, ils vont créer le panafricanisme, le mouvement crée un secrétariat ouest-africain qui va créer un cadre pour donner un contenu, pour donner un cadre d'application des différentes résolutions votées lors du congrès de Manchester. Et pour Nkrumah, l'unité africaine est une triple nécessité, à la fois sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan historique. Parce que pour Nkrumah, l'Afrique
a des potentialités énormes qui ne demandent qu'à être exploitées dans l'intérêt des Africains, mais la colonisation et les néocolonialismes risquent justement d'empêcher cette exploitation-là. Et sur le plan historique, Nkrumah se rend compte que les pays, les ensembles qui s'imposent dans le monde à l'époque, ce sont des grands ensembles. Les États-Unis, l'Union soviétique, et il entrevoit déjà les regroupements européens. Et donc il dit il faut aussi que l'Afrique puisse se réunir. Donc, pour lui, l'unité africaine devient presque une obsession. Et sur le plan politique, il se rend compte que la balkanisation est un élément, est un facteur d'affaiblissement pour l'Afrique. Et donc, il faut être unis. Donc, il y a ces trois éléments-là qu'il faut toujours avoir en tête. Et tout ça va déboucher sur quoi? Sur la création de l'OIA. Et donc, il y aurait eu, après Kwame Nkrumah, d'autres leaders africains de l'époque qui se sont alliés à ce concept-là du panafricanisme. Ben, on se rend compte qu'au moment de la création de l'OIA, il n'y avait pas eu que l'ensemble des États africains indépendants sont présents. Sont absents les États encore sous tutelle coloniale. L'Afrique du Sud, évidemment, puisque c'est le régime de l'apartheid, le de Rhodésie, c'est-à-dire l'actuel Zimbabwe et la Zambie, et l'Angola, évidemment, dont les colonies portugaises. Mais tous les États indépendants se retrouvent à Addis Abeba pour créer la création de l'OIA. Et les leaders des mouvements de libération font d'Accra presque, j'allais dire, la Mecque donc, de mouvements de libération. Donc, tout le monde se rend à Accra pour obtenir les appuis militaires, financiers, en tout cas de toutes sortes, de Nkrumah, afin de pouvoir se libérer du joug colonial. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a aussi l'Afrique centrale qui va s'impliquer aussi dans la question du panafricanisme. Mais c'est l'ensemble de l'Afrique. Par exemple, puisque vous parlez de l'Afrique centrale, quelqu'un comme Patrice Lumumba, qui participe en 58 au mois de décembre à la première conférence des peuples africains, eh bien, il revient vraiment transformé. Lui qui jusque-là était assez modéré, il va se radicaliser son discours et même radicaliser sa démarche. Évidemment, le meeting qu'il tient à Kinshasa au retour de la conférence d'Accra a une portée considérable. Une semaine après, ce sera l'explosion le 4 janvier 1959 à Léopoldville. Alors, le panafricanisme aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Où en est-on Parce qu'on est parti de l'OIA, aujourd'hui l'Afrique parle de l'Union africaine et aussi des États-Unis africains. Est-ce que c'est la conséquence de ce concept-là du panafricanisme? Mais quel est réellement aujourd'hui le sens même que l'on peut donner au panafricanisme? Bon. Il ne faut pas non plus oublier que ça a été aussi un courant de pensée, donc un mouvement des intellectuels. Et donc je pense que les intellectuels africains aujourd'hui continuent à penser panafricanisme, même si ils n'arrivent pas toujours à imposer sur le plan intellectuel. Concrètement, est-ce que quand on voit les chefs d'État africains aujourd'hui qui s'associent autour des associations panafricaines, enfin des associations telles que l'Union africaine, qui demandent aujourd'hui les États-Unis d'Afrique, est-ce que c'est la conséquence du concept panafricanisme? C'est une autre façon de continuer ce courant de pensée, de perpétuer ce courant de pensée. Il y a l'Union africaine, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, les regroupements sous-régionaux. Par exemple, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique australe. Donc, les États africains, en tout cas les dirigeants, sont conscients que isolés, ils ne peuvent rien, les États ne peuvent rien, mais unis, même en petits groupes sous-régionaux, ils peuvent beaucoup, en tout cas, ils peuvent peser sur la marche la marche du monde, en tout cas dans les choix à prendre. Évidemment, la mondialisation des échanges économiques est telle que ce n'est pas évident. C'est pour cela que aujourd'hui, dans un autre contexte historique, il faut repenser le panafricanisme en fonction de ce qui s'est passé, en fonction des 50 dernières années, comment l'Afrique a évolué, pourquoi les avancées qui ont été esquissées au début des années 60, souvent n'ont pas suivi des effets bénéfiques tels qu'on l'escomptait les pères fondateurs du panafricanisme. Je crois que c'est par une évaluation critique globale, non seulement du monde politique, mais de l'ensemble de nos sociétés, parce que le panafricanisme va au-delà des élites. Au début, c'était un mouvement des élites, mais c'est aussi un mouvement de société civile, parce que les courants d'échanges commerciaux entre
les pays frontaliers ne passent pas nécessairement par les gouvernements, passent directement des sociétés civiles à société civile. Donc je pense que c'est par une évaluation critique de tout cela qu'on pourra arriver à mettre en place, à imaginer, à mettre en place d'autres formes de solidarité africaine. Alors quelle est la place pour vous, les anciens leaders de l'époque, les Senghor, le Houphouët-Boigny, le Sékou Touré, tout ça, n'ont-ils pas contribué justement à l'émergence de ce concept de panafricanisme? Est-ce qu'ils ont joué un rôle quand même? Bon, vous avez cité Senghor, vous avez cité notamment Houphouët-Boigny. Il faut pas non plus Sékou Touré. Faut pas non plus. Il faut rappeler notamment aux nouvelles générations auxquelles vous faisiez allusion au début de l'émission que Houphouët-Boigny a été un des leaders au moment de la création en 1946 à Bamako du Rassemblement démocratique africain. En 1946. C'est-à-dire que les premiers députés africains élus à l'Assemblée nationale en France pensent politiquement en tant qu'Africains. Donc le grand parti politique à ce moment-là, RDA, c'est un grand parti politique, donc regroupe l'ensemble des députés africains. Donc voilà une des manifestations, une des concrétisations du panafricanisme. Deuxièmement, Senghor, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, le mouvement de la négritude, c'est une tradition culturelle, intellectuelle du panafricanisme, notamment sur le plan littéraire, sur le plan culturel, avec ici en France la création d'une grande maison d'édition qui a toujours pignon sur rue, Présence africaine. Est-ce qu'aujourd'hui peut-on considérer que avec ce mouvement panafricaniste, l'Afrique est-elle réellement indépendante? L'Afrique est-elle réellement indépendante? Je pense que les peuples africains les souhaitent, les revendiquent, le veulent fermement. Certains leaders politiques, oui, mais il s'est fait qu'il y a des conditions objectives qui font qu'il est très difficile. D'abord, compte tenu souvent de ce qui s'est passé au lendemain des indépendances, compte tenu de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la mondialisation des échanges, il est très difficile de pouvoir affirmer une indépendance réelle. Il faudrait plutôt parler de l'interdépendance entre les États, mais à ce moment-là, il faut que ce soit une interdépendance bien pensée, maîtrisée par les Africains, aussi bien au niveau des élites politiques, des élites universitaires, mais aussi au niveau de société civile. Alors, peut-on parler, quelle est la place aujourd'hui justement dans le discours que l'on entend actuellement des politiques africains et de la recherche des États-Unis d'Afrique? Est-ce que ces États-Unis d'Afrique sont-ils possibles? C'est-à-dire qu'on se rend compte que le jeu des puissances étrangères continue encore à influer sur le politique en Afrique. Hein. La France continue encore à considérer certains pays comme une chasse gardée. Les États-Unis d'Amérique ont aussi des visées géopolitiques en Afrique. La Chine, compte tenu de sa puissance financière actuellement, veut aussi jouer sa carte en Afrique. Donc, tant et si bien que, là encore, une fois de plus, c'est aux Africains eux-mêmes de pouvoir choisir librement, ou en tout cas en toute intelligence, leur partenaire, pour que le partenariat soit aussi bénéfique, non seulement aux élites qui exercent le pouvoir, mais que le partenariat puisse être bénéfique aux sociétés civiles. Mais c'est aussi aux sociétés civiles elles-mêmes aussi de pouvoir s'exprimer, de pouvoir trouver des canaux, des alternatives pour pouvoir peser politiquement. Est-ce que peut-on justement croire à ce partenariat entre l'Afrique et l'Europe aujourd'hui, et l'Occident en général? Mais on s'est rendu compte qu'au moment du fameux... Parce qu'on voit que la politique est la main tendue. On s'est rendu compte au moment du sommet de Lisbonne que les États africains ont refusé les nouveaux partenariats économiques. C'est-à-dire que l'Afrique a été capable de dire non, ce que vous nous proposez ne nous convient pas, ne sert pas nos intérêts. Je pense que c'est un pas énorme, mais qu'il faut continuer dans cette direction, donc ne pas s'arrêter à une simple protestation, mais proposer des alternatives. Mais pour proposer des alternatives, il faut créer des rapports de force. Alors, maintenant que l'on va parler des années des indépendances, les cinquantenaires vont se célébrer à travers l'Afrique cette année, 2010, pensez-vous vraiment que ces célébrations ont-elles vraiment un sens ? C'est aux Africains de donner un sens à ces célébrations-là. Il ne faut pas laisser le monopole des célébrations
au pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir des Africains ou bien de la France, parce que la France a créé un comité pour veiller, et le clou des manifestations sera le 14 juillet. On peut d'ailleurs s'étonner pourquoi le clou doit être le 14 juillet à Paris et non pas en Afrique. Voilà. Eh bien, je pense qu'il appartient à ce moment-là aux intellectuels, il appartient aux citoyens des États africains de pouvoir prendre en main cet événement, puisque les indépendances n'ont pas été un cadeau des métropoles aux pays colonisés, ça a été les résultats des revendications, parfois des luttes. Souvent, quand on évoque les mouvements de décolonisation en France, on fait allusion à la célèbre conférence de Brazzaville de 1944. Et souvent, les Africains répètent ce qui est écrit depuis très longtemps, que ça a été l'amorce de la décolonisation. C'est archi faux. Il y a un malentendu assez curieux autour de cette conférence. Souvent, les gens confondent la conférence d'ailleurs de Brazzaville de 1944 avec les discours du général de Gaulle, toujours à Brazzaville, en 1958. En 1944, au contraire, la France a affirmé solennellement qu'il n'était pas question de toucher à l'Empire. Et s'il y a eu cette conférence de Brazzaville, c'est entre autres parce que la France voulait contrer les visées impérialistes de la Grande-Bretagne. Deuxième malentendu, souvent on entend les Africains dire oui, la Grande-Bretagne, elle, a pu commencer à coloniser, la France n'a commencé qu'en retard. Non, la Grande-Bretagne a été pragmatique. La Grande-Bretagne s'est rendue compte qu'il valait mieux accorder cette autonomie et même l'indépendance à des États qu'on va insérer dans le Commonwealth. Ce serait une façon de continuer à affirmer la puissance britannique face à la puissance américaine, grâce à qui les Alliés ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, et surtout contrer les visées de l'Union soviétique qui pouvaient prêter main forte, en tout cas aider les mouvements de décolonisation en Afrique. Donc il y a beaucoup de malentendus. Et c'est aujourd'hui le moment, à l'occasion de ces cinquantenaires, aux universitaires africains, notamment les historiens, de pouvoir corriger ces malentendus, de pouvoir produire des connaissances qui permettent aux peuples africains de pouvoir s'approprier leur mémoire historique. L'émission s'appelle Devoir des mémoires. S'approprier cette mémoire historique, évoquer tous ces événements, non pas d'une manière béate, comme ça, par nostalgie, non, pour, au contraire, retrouver dans ces mémoires, dans ce que les Africains ont fait, les éléments dynamiques qui permettent de répondre avec intelligence aux interrogations du présent. Et à ce moment-là, on se rendra compte, par exemple, que les étudiants, notamment les étudiants africains, ici en France, et même en Grande-Bretagne, ont énormément contribué ont apporté une contribution assez significative à la prise de conscience des peuples africains, à exprimer les aspirations des peuples africains, leurs exigences, et qui ont conduit finalement aux indépendances. Voilà, vous parlez de la prise de conscience. Est-ce que les dirigeants africains aujourd'hui ont-ils pris conscience des calamités qui touchent l'Afrique? Parce que quand on voit les coups d'État s'opérer encore en Afrique, on a l'impression que l'Afrique n'est pas encore unie, les dirigeants ne s'entendent pas encore, il n'y a pas encore cette mémoire où les gens se rappellent justement du panafricanisme tel que le projet ou le concept a été initié. Comment justifiez-vous ces calamités aujourd'hui, les incompréhensions aujourd'hui entre les dirigeants africains, quoique à 50 années des indépendances? Mais d'abord, l'Afrique, ce n'est pas seulement les dirigeants, ce n'est pas seulement les chefs d'État, ce n'est pas seulement les ministres. L'Afrique, c'est aussi les peuples africains, les populations africaines, les sociétés africaines. Ils se font manipuler par le politique, en tout cas. Hein. Pas toujours, parce que lorsqu'il y a parfois des coups d'État, ou lorsqu'il y a de manipulations électorales, on se rend compte que les peuples africains réagissent. Et donc, il faudrait, c'est de là, les indépendances ont été aussi les résultats de rapports de force compte tenu des alliances de classes nouées entre une fraction des élites intellectuelles et le peuple africain. Eh bien, il faudra, à l'occasion du cinquantenaire, commencer aussi à œuvrer pour des nouvelles alliances de classes entre les élites intellectuelles, les élites politiques, de telle sorte que les opinions, les aspirations, le point de vue des sociétés africaines, des populations, puissent prévaloir sur les intérêts de ceux qui exercent le pouvoir à leur profit et au profit de l'étranger. Alors, quel est votre, en tant que chercheur, quel est le bilan que vous faites du processus de développement du continent africain depuis les années des indépendances?
D'abord, les bilans des processus de développement ne doivent pas être le fait d'un individu sur un plateau. C'est toujours pays en voie de développement. Oui, mais ça ne doit pas être le fait d'un chercheur sur un plateau de télévision en quelques minutes, parce que 50 ans... Votre réflexion, votre vision. Oui, 50 ans des indépendances ne peuvent être réduits en quelques minutes. Je pense au contraire que les médias, comme Devoir de mémoire et Télé-Sud, notamment une émission comme Mémoire de mémoire, peuvent utilement contribuer à justement à faire de tels bilans par les intéressés eux-mêmes sur le terrain de différentes manières, en prenant des domaines, en ciblant des domaines, des secteurs dans tel domaine précis, notamment de l'éducation ou de la santé publique. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que nous pouvons considérer comme des avancées significatives? Qu'est-ce que nous pouvons considérer comme de régressions? Pourquoi de telles régressions? Et là où il y a eu des avancées, quelles ont été les retombées de ces avancées sur le vécu quotidien des populations africaines? Là, je pense que les médias feront œuvre utile, feront preuve d'intelligence, parce qu'ils permettront aux populations africaines justement de se donner les moyens de développer l'intelligence critique. C'est comme ça qu'on fait avancer la démocratie. Et bien voilà, nous tendons à la fin de cette émission. Il nous reste 30 secondes. J'aimerais que vous donniez un mot de la fin, votre souhait pour l'Afrique. Mais d'abord, il n'y a pas de mot de la fin parce que la vie continue. Par rapport à l'émission, en tout cas, nous sommes à la fin presque. D'abord, ce n'est pas la dernière émission. Non, par rapport à la tranche de ce soir, en tout cas. Oui, mais même la tranche de ce soir doit continuer. Il faut au contraire demander aux téléspectateurs de pouvoir, entre eux, continuer à débattre, prolonger les débats, prolonger la réflexion, s'intéresser en tout cas, fouiller, puisque leur donner en tout cas les indications qui leur permettent d'aller retrouver les publications les plus intelligentes sur le panafricanisme. Eh bien voilà, le panafricanisme, justement, on fait parler de lui parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages ici que nous pouvons lire, où nous voyons donc Kwame Nkrumah, le panafricanisme et les États-Unis, écrit par Cécile Larence. C'est ça, c'est un Français, une Française. Une Française. Qui a écrit, donc c'est une historienne bien sûr, qui a écrit donc sur le panafricanisme. Donc c'est un livre qu'on vous recommande justement de lire pour mieux comprendre cette question du panafricanisme. Monsieur Anissé Mobé, merci d'être passé à cette émission. Merci. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir, à la prochaine chaîne.